Un millionnaire fut choqué lorsqu'il alla percevoir un loyer impayé et vit une jeune fille noire en train de coudre, épuisée. Richard Coleman ne s'attendait pas à trouver cette scène lorsqu'il frappa à la porte pour percevoir un loyer impayé. Une jeune fille noire de 10 ans maximum était penchée sur une vieille machine à coudre. Ses petits doigts étaient couverts de bandages de fortune. Son visage était marqué par l'épuisement. Lorsqu'elle leva les yeux, il y avait une dignité tranquille qui le désarma complètement. « Ma mère dort », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Puis-je vous aider ?» L'appartement était petit, faiblement éclairé, avec l'air lourd d'un lieu qui abrite de nombreux étages. Dans un coin de la pièce, des piles ordonnées de tissus colorés étaient la seule chose qui ajoutait de la vivacité à l'environnement, gris. Richard, dans son costume italien sur mesure, se sentit soudain déplacé, comme un intrus en territoire sacré. « Je suis là pour le loyer », dit-il en ajustant sa cravate d'un geste automatique. « Vous avez 2 semaines de retard. » La jeune fille n'était pas intimidée. Elle posa calmement l'aiguille et se dirigea vers une boîte en bois et en sortit une enveloppe froissée. « Ce n'est que la moitié, » expliqua-t-elle. « Le reste viendra quand j'aurai fini ces robes. » Richard prit l'enveloppe et compta les billets. Usé, ressentant un mélange d'embarras et de curiosité, comment un enfant de cet âge pouvait-il parler de paiement avec autant de maturité? Pourquoi travaillait-elle au lieu d'être à l'école? Et où étaient les adultes responsables? À ce moment-là, une violente quinte de toux vint de la chambre. La fille ne fut pas alarmée. Elle leva juste brièvement les yeux comme si elle écoutait un son familier. « Ma mère est malade », expliqua-t-elle simplement. « Je dois finir ce travail d'ici demain. » Madame Patterson paye bien et envoie toujours plus de clients. Richard ne répondit pas. Il observait la scène, les petites mains marquées par le travail, les yeux fatigués, mais déterminés. La pile de vêtements méticuleusement cousus. Il avait grandi dans des manoirs, fréquenté des écoles privées, hérité d'un empire immobilier. Le contraste entre leurs expériences de vie était comme des univers parallèles, qui n'auraient jamais dû se croiser. « Comment t'appelles-tu » Il a finalement demandé. « Zoé » a-t-elle répondu, en retournant à la machine, Zoé Williams, alors qu'il quittait cet appartement. Richard a ressenti quelque chose d'inhabituel, un malaise qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Il était habitué à voir ses propriétés comme des chiffres sur des feuilles de calcul, et non comme des maisons pour de vraies personnes, confrontées à des difficultés quotidiennes dans sa Tesla rutilante. Il regardait le quartier délabré à travers la fenêtre. Ce bâtiment n'était qu'un parmi tant d'autres, dans son portefeuille acheté comme un investissement dans un quartier en plein essor, un terme que ses partenaires utilisaient pour décrire les communautés de personnes noires et immigrées qui seraient bientôt chassées par la gentrification 2 jours plus tard. Un appel inattendu interrompit sa réunion avec les investisseurs. « Monsieur Coleman, ici l'hôpital Mercy, nous appelons au sujet d'une patiente, Elaine Williams. Vous avez été indiqué comme contact d'urgence par sa fille. » Il ne se souvenait pas de lui avoir donné son numéro, mais quelque chose dans le nom de famille le fit quitter immédiatement la salle de conférence. À la réception de l'hôpital, il trouva Zoé assise seule, la même expression de dignité, tranquille, mais maintenant, avec les yeux rouges à force de pleurer en secret. « Ils ne me laissent pas la voir », dit Zoé sans présentation. « Ils disent que je suis trop jeune pour être seule dans la pièce et que j'ai besoin d'un adulte responsable. Je leur ai donné votre numéro parce que vous êtes propriétaire de notre maison. » La simplicité de cette logique enfantine le frappa durement. Zoé, le propriétaire, était la figure d'autorité la plus proche qu'elle pouvait appeler en cas d'urgence. Qu'est-ce que cela disait de la vie de cette fille? Pendant qu'ils attendaient, Richard en apprit davantage. Elaine Williams était couturière et travaillait à domicile depuis que sa maladie s'était aggravée. Zoé avait appris à coudre en regardant sa mère et prenait maintenant en charge les travaux qu'elle ne pouvait pas terminer à 11 ans. Elle gérait les paiements, négociait les délais et s'occupait des maisons seule. Ce que Richard ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait transformer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Il n'avait aucune idée
que derrière cette porte d'hôpital, une révélation l'attendait, qui reliait son passé privilégié au présent de cette fille d'une manière que personne dans cette ville n'aurait pu soupçonner si cette histoire de courage-sacrifice et rédemption a touché votre cœur. Assurez-vous de vous inscrire pour découvrir comment une rencontre apparemment fortuite était sur le point de révéler des secrets gardés pendant des décennies et a changé à jamais la vie d'un homme qui pensait que l'argent était la seule mesure de valeur au monde. À l'intérieur de l'hôpital Mercy, Richard a suivi Zoé jusqu'à l'unité de soins intensifs. Une infirmière à l'air sévère les a arrêtés. « Famille proche seulement », a-t-elle dit en regardant Richard avec suspicion dans son costume coûteux. « C'est mon oncle. » Zoé a menti sans hésitation. L'infirmière a regardé l'un, puis l'autre, doutant clairement du lien de parenté entre le cadre blanc et la jeune fille noire, mais a cédé. Helen Williams était branchée à des tubes et des moniteurs. Son corps fragile disparaissait presque sous les draps de l'hôpital. Une pneumonie compliquée par la tuberculose. Le docteur Carson a expliqué « Madame Williams a besoin d'une hospitalisation prolongée. » « Combien de temps ?» a demandé Richard. « Au moins 3 semaines, puis soins à domicile. » Dans l'intimité du couloir, Zoé a finalement craqué. « Ils vont m'emmener. »« Qui ?»« Services sociaux. Si ma mère reste ici plus de 3 jours, ils découvriront que je suis seule. C'est déjà arrivé. Ils ont failli me mettre dans un refuge. » Juste à ce moment-là, une femme noire d'âge moyen avec un badge d'assistante sociale s'est approchée de Zoé Williams. « Je suis Diana Morris des services de protection de l'enfance. Nous devons parler de vos dispositions. » Temporaire. La panique a traversé le visage de la jeune fille. Richard a réalisé qu'elle était sur le point de s'enfuir. « Elle est sous ma surveillance », a-t-il dit. Se surprenant lui-même, « Je suis Richard Coleman, le propriétaire de la propriété. Où vous vivez? Je m'occupe d'elle temporairement à la demande de sa mère. » Diana le regarda avec scepticisme. « Avez-vous des documents pour le prouver? » « Je peux arranger ça. J'ai un avocat qui peut tout préparer aujourd'hui. » Au cours des jours suivants, Richard s'est plongé dans un monde qui lui était étranger. Son avocat, Martin Goldstein, pensait qu'il était fou lorsqu'il lui a expliqué qu'il voulait obtenir la garde temporaire. « Richard, vous n'avez aucune expérience avec les enfants, les services sociaux ne l'approuveront jamais. »« Alors, faites-les approuver, » a-t-il répondu sèchement. « Cette fille n'ira pas dans un refuge. » Pendant que la procédure judiciaire était en cours, Richard a emmené Zoé dans son luxueux penthouse. La jeune fille marchait comme si elle avait peur de casser quelque chose rien qu'en le regardant. « Tu peux choisir la chambre que tu veux, » a-t-il dit. « Je préfère rester près de ma mère, » a-t-elle répondu. « Je peux dormir à l'hôpital. »« Ce n'est pas autorisé, Zoé, et tu as besoin de te reposer. »« J'ai du travail à faire. Madame Patterson m'a payé d'avance. » Richard a regardé ses petites mains calleuses. « Nous n'avons pas besoin de cet argent maintenant. »« J'en ai besoin, » a-t-elle répondu intensément. « C'est ma responsabilité. » Le lendemain, ils ont rencontré une assistante sociale dans le bureau de Martin. « Monsieur Coleman, il est inhabituel qu'un homme célibataire sans liens familiaux demande la garde d'une fille, » a déclaré Diana. « J'aide simplement une locataire. L'alternative est un système qui la séparera de sa mère. Nous devons évaluer si cela est approprié. » Diana a regardé Zoé qui est restée silencieuse mais alerte. « Que pensez-vous, Zoé? Préféreriez-vous rester avec Monsieur Coleman ou aller dans une famille d'accueil? »« Monsieur Coleman me laisse travailler, » répondit-elle sincèrement. « Dans les foyers d'accueil, ils ne le font pas, et si je ne travaille pas, nous perdons notre appartement. » En sortant, Diana prit Richard à part. « Je vous surveille, Monsieur Coleman. Si je trouve quelque chose de suspect, je prendrai des mesures. » Immédiates. Ce que personne ne remarqua, c'était Victoria Reynolds, qui les observait depuis sa voiture garée. Victoria, la directrice du conseil d'administration de Coleman Estates, était connue pour sa nature intransigeante lorsque Richard avait rejoint le conseil d'administration quelques années plus tôt. Elle l'avait vu comme une menace pour son contrôle, photographiant maintenant discrètement la scène. Elle sourit pendant ce temps, dans les jours qui suivirent.
Richard découvrit quelque chose d'intrigant dans les documents de construction. « Votre loyer n'a pas augmenté depuis 5 ans, remarqua-t-il. Toutes les autres propriétés du quartier ont été ajustées. Ma mère a dit qu'elle avait un arrangement avec l'ancien propriétaire, expliqua Zoé. Elle a raccommodé ses vêtements gratuitement et maintenant, vous prenez sa place, déclara Richard en reliant les points. Au bureau de Coleman Estates, Victoria a présenté sa découverte. Richard héberge un enfant noir sans aucun lien de parenté avéré. La presse s'en donnerait à cœur joie. Que suggérez-vous? A demandé l'un des membres mal à l'aise. Je suggère que Richard fait preuve d'instabilité émotionnelle, mettant en danger la réputation de l'entreprise, a-t-elle répondu froidement. Et je propose que nous envisagions des mesures pour protéger nos intérêts. Ce que Victoria ignorait, c'est que pendant qu'elle prévoyait d'utiliser Zoé contre Richard, la jeune fille tissait déjà son propre filet de sécurité entre les points de couture et les visites à l'hôpital. Elle observait, écoutait et stockait chaque information, des conversations téléphoniques de Richard, aux documents qu'il avait distraitement laissés sur la table dans son cahier d'école entre 2 cours de mathématiques. Un dossier méticuleux s'est accumulé et, quelque part dans cet enchevêtrement de fils invisibles, se trouvait la vérité sur la raison pour laquelle, de tous les appartements de la ville, sa mère avait insisté pour que cet immeuble particulier appartienne au Coleman. Une vérité qui allait changer à jamais l'équilibre des pouvoirs dans cette famille d'élite. Une semaine s'était écoulée lorsque Richard reçut l'appel téléphonique inattendu de Victoria Reynolds, qui demanda sa présence immédiate au siège de Coleman Estates pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Le ton glacial de sa secrétaire suggéra qu'il ne s'agissait pas d'une convocation amicale. « Ils vont essayer de vous faire sortir », prévint Martin, son avocat, lorsque Richard le consulta. « Victoria a déterré des informations sur vous et la fille. Mes sources disent qu'elle va les utiliser pour remettre en question vos capacités mentales. » Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état d'Hélène Williams s'était stabilisé, mais elle restait semi-consciente, incapable de répondre aux questions qui s'accumulaient. À l'appartement de Richard, Zoé travaillait furieusement à sa machine à coudre, mais ce n'étaient pas des robes qu'elle produisait, c'étaient les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. « Allez-vous vraiment les affronter ?» Zoé demanda, en levant les yeux de son travail tandis que Richard se préparait pour la réunion. « Je dois y aller, c'est aussi mon entreprise. Alors prends ça. » Elle lui tendit son cahier d'école, page 27. Richard ouvrit le cahier et se figea. C'étaient des coupures de journaux méticuleusement organisées, des copies de documents et des notes précises avec des dates et des noms. Au centre de la page, une coupure jaunie montrait une photo de son propre père William Coleman, debout à côté d'un groupe de travailleurs parmi lesquels une jeune Hélène Williams. « Où as-tu eu ça ?» Ma mère le gardait dans une boîte. Elle travaillait dans le premier bâtiment de Coleman Estates. Elle cousait des uniformes pour les employés. Ton père avait promis à chacun une part des bénéfices, mais ensuite... Zoé laissa la phrase inachevée, son regard intense disant le reste. Richard se souvenait vaguement d'une vieille controverse, quelque chose que son père avait enterré sous des couches d'accords de confidentialité. Des dizaines d'employés des premiers, jours de l'entreprise, principalement noirs, avaient été licenciés sans les indemnités promises lorsque l'entreprise a décollé. Il y a plus. Zoé continua de tourner la page. Victoria était la directrice juridique à l'époque. C'est elle qui a rédigé les faux contrats pour que personne ne puisse se plaindre quand. Richard entra dans la salle de réunion, vitrée du 40e étage. Les 9 membres du conseil étaient déjà assis. Victoria, impeccable dans son tailleur pantalon gris, sourit avec la confiance de quelqu'un qui a toutes les cartes en main. « Messieurs, commença-t-elle, j'ai convoqué cette réunion parce qu'un problème grave compromet l'image de Coleman Estates. » Elle projeta sur l'écran les photos de Richard avec Zoé quittant les services sociaux. « Richard, Coleman a hébergé illégalement un mineur noir sans lien familial, mettant notre entreprise en danger. »« Risque de scandale, » murmura Victoria, la voix faussement inquiète. « Je propose un congé temporaire pendant que nous évaluons ses capacités de leadership. » Richard resta silencieux,
tandis que les membres du conseil d'administration échangeaient des regards gênés. Lorsque Victoria eut terminé, il ouvrit simplement son ordinateur portable et le connecta au projecteur. « Avant de voter, je voudrais vous présenter quelques documents qui viennent d'être portés à ma connaissance. » Le contrat original signé par son père apparut à l'écran, promettant des options d'achat d'actions aux 50 premiers employés de l'entreprise, avec la signature d'Elaine Williams clairement visible. Ensuite se trouvait le document modifié, qui avait remplacé l'original par la signature de Victoria, autorisant le changement. Ces documents montrent comment Victoria Reynolds a personnellement orchestré la fraude qui a privé des dizaines de familles noires de leur part légitime dans notre entreprise. Richard se tourna vers Victoria dont le visage était devenu pâle. Des actions qui, avec les intérêts composés, vaudraient environ 25 millions de dollars aujourd'hui. Victoria se leva brusquement. « C'est ridicule, des documents falsifiés par un enfant. Ce sont les originaux des dossiers de mon père. » Richard l'interrompit. « Ce que j'ai découvert grâce à Zoé Williams, la fille d'une des personnes que vous avez aidé à escroquer. » Le choc parcourut la pièce. L'un des conseillers principaux retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Monsieur Peterson, » demanda Richard. « Vous vous souvenez de cette fois-là, n'est-ce pas? Vous travailliez avec mon père quand tout cela est arrivé. » L'homme hocha lentement la tête. « Je me souviens des rumeurs, mais William nous a assuré que tout le monde avait été correctement indemnisé. » « Un mensonge perpétué par Victoria, » répondit Richard, puis projeta des courriels sauvegardés par son père, des conversations entre Victoria et William Coleman discutant de la manière de dissimuler la fraude qu'ils avaient commise contre des employés noirs. Victoria prit son téléphone portable, mais Martin, qui était entré discrètement dans la pièce, intervint. « Ne vous inquiétez pas, Madame Reynolds, nous avons déjà envoyé des copies de ces documents au ministère de la Justice, à la Securities and Exchange Commission et aux principaux médias. Je vous suggère de réserver vos appels à votre avocat pénaliste. » Pour la première fois, Victoria Reynolds, la femme qui avait bâti sa carrière sur le dos de personnes comme Elaine Williams, paraissait vulnérable. Son empire de mensonges s'effondrait tandis que ses conseillers exigeaient sa démission immédiate. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale chez Coleman Estates, des décennies de discrimination raciale dévoilées. » L'action de la société s'effondra de 30% dès les premières heures de cotation, tandis que Victoria faisait l'objet d'une enquête fédérale. Richard retourna à l'hôpital où Elaine Williams s'était réveillée. À son chevet, Zoé sourit pour la première fois depuis sa rencontre. « Ma mère disait toujours que la vérité finit toujours par trouver son chemin, » dit la jeune fille en tenant la main fragile d'Hélène, « même si cela prend une génération. » Personne n'aurait pu imaginer que ce n'était que le début d'une transformation encore plus grande. Alors qu'Hélène était allongée dans son lit d'hôpital, regardant Richard et sa fille côte à côte, un secret encore plus profond planait entre eux. Un secret qui allait redéfinir non seulement l'entreprise, mais aussi l'identité même de toutes les personnes impliquées. 3 mois après le scandale, le nom Coleman a pris une toute autre signification à Boston. Le siège social de Coleman Estates a été transformé avec une nouvelle enseigne à l'entrée, Coleman & Williams Holdings, un changement qui symbolisait plus qu'un simple partenariat commercial. Richard a fait l'impensable après avoir confirmé par un test ADN ce que son cœur savait déjà. Il l'a annoncé officiellement lors d'une conférence de presse, « Zoé Williams est ma fille biologique. L'histoire de ma famille s'est construite sur le vol systématique du travail et de la dignité des Noirs, » a-t-il déclaré, entouré de Zoé et d'Hélène, toujours en convalescence. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux réécrire l'avenir. » Le fonds de réparation Coleman, créé avec 40% des actions de l'entreprise, a commencé le processus d'indemnisation des anciens employés et de leurs familles pour les 23 personnes déjà décédées, dont certaines sans héritiers connus. L'argent a été consacré à des bourses d'études pour les jeunes noirs des communautés défavorisées. Dans la nouvelle salle de conseil, où autrefois seuls les hommes blancs décidaient du sort des propriétés dans les quartiers, à majorité, noirs, des représentants des communautés elles-mêmes, siégeaient désormais avec un réel pouvoir de décision
sur les investissements et le développement. Victoria Reynolds, quant à elle, faisait face à de multiples accusations fédérales. Son empire de mensonges bâti pendant des décennies s'est effondré en quelques semaines. Les preuves étaient irréfutables. Entre les témoignages d'anciens employés et les documents internes, le ministère de la Justice avait monté un dossier accablant. C'était la fille, murmurait Victoria lors de conversations privées avec ses avocats. Comment une enfant a-t-elle pu découvrir ce que les avocats d'entreprise cachaient depuis des décennies? La réponse était plus simple qu'elle ne l'imaginait. Helen Williams avait été bien plus qu'une couturière. Secrétaire adjointe au début de l'entreprise, elle avait accès à des documents que les autres employés ne verraient jamais. Pressentant la fraude orchestrée, elle commença à en conserver des copies pendant des années. Elle garda ses preuves cachées, attendant le bon moment. « Je savais qu'un jour Richard reviendrait dans nos vies », expliqua Hélène à Zoé alors qu'elle se rétablissait à la maison. « Pas pour moi, mais pour toi. » J'ai donc gardé tout ce qui pouvait prouver qui il était vraiment, le bon comme le mauvais. Dans l'ancienne salle de couture, aujourd'hui transformée en bureau pour Zoé, père et fille avaient de longues conversations, parfois embarrassantes, sur les privilèges, la race, un système qui permettait à une enfant noire de travailler dans des conditions qu'aucun enfant blanc n'aurait jamais eu le droit de subir. Le vrai problème, ce n'est pas d'être venu pour percevoir le loyer, a déclaré Zoé un après-midi en montrant à Richard son nouveau projet scolaire, c'est de ne pas l'avoir remarqué auparavant. Le projet Points That Connect a transformé l'ancien bâtiment où il vivait en une école d'art et d'artisanat mettant l'accent sur la couture, le design et l'entrepreneuriat pour les jeunes issus de communautés marginalisées. La première classe, composée de 30 filles, était encadrée par Zoé, qui, à 12 ans, enseignait déjà des techniques que beaucoup de professionnels ignoraient. 6 mois après l'effondrement de l'ancien Coleman Estates, Victoria Reynolds a été condamnée à 9 ans de prison pour fraude, faux et obstruction à la justice. Le même jour, le projet de réaménagement urbain de la nouvelle société a été approuvé par le conseil municipal. Ce plan prévoyait de rénover les quartiers sans déplacer les habitants d'origine, avec des garanties contractuelles d'accessibilité pour les familles à faible revenu. Certaines personnes mettent toute une vie à apprendre ce que j'ai appris en 6 mois, a confié Richard lors d'une interview. La richesse sans but n'est qu'accumulation vaine. Le privilège sans responsabilité est une forme de violence, silencieuse. Dans la nouvelle maison familiale, Hélène reprenait enfin des forces. Les mains qui avaient travaillé sans relâche pendant des années dirigeaient désormais une équipe de couturières, créant une ligne d'uniformes scolaires destinée aux écoles publiques du quartier. Un après-midi d'automne, alors que Zoé ajustait une nouvelle robe pour sa mère, Richard entra dans la pièce avec une vieille boîte. « J'ai trouvé ça dans les dossiers de mon père », dit-il en l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dessins d'uniformes et de vêtements de fonction, tous signés par Helen Williams et datés d'il y a 20 ans. Des dessins que l'entreprise avait utilisés sans jamais la créditer ni la rémunérer correctement. « Il savait depuis le début que tu étais la véritable créatrice, » dit Richard, la voix brisée, et pourtant, il a laissé Victoria mener ce projet à bien. Hélène prit l'un des croquis et passa ses doigts sur le papier jauni. Je n'ai jamais dessiné pour l'argent ou la reconnaissance. J'ai dessiné parce que c'était ce que j'aimais faire. C'est pour ça que... Tes dessins étaient si bons, répondit fièrement Zoé. C'est pour ça que les miens le sont aussi. Cette nuit-là, alors que la ville dormait, 3 générations, unies par le sang, séparées par le privilège et finalement reconnectées par la justice, planifiaient un avenir où le mérite et les opportunités ne seraient pas déterminés par la couleur de la peau ou le code postal de naissance. Un homme qui découvrait que son véritable héritage ne se trouvait pas dans l'immobilier qu'il possédait, mais dans la fille qu'il ne connaissait presque pas. Une femme dont le talent avait été volé, mais dont la dignité restait intacte. Et une fille qui, avec une aiguille et du fil, cousait non seulement des robes, mais un pont
entre des mondes qui semblaient à jamais séparés.